Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. On ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Michel, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement affiché, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, le quart d'heure vélo taf, cette deuxième du quart d'heure vélo taf. Et pour m'accompagner pour ce petit quart d'heure justement, j'ai avec moi Cyprien. Salut Cyprien. Salut Charles, salut à tous. Et Théo qui était déjà là tout à l'heure pour les VCN Fashion Awards. Salut Théo. Salut Charles, salut Cyprien, salut tout le monde. Alors messieurs, pour commencer, une bonne nouvelle, on en avait parlé lundi soir et on était assez inquiets vu ce qui était un peu donné sur les réseaux sociaux. Cyprien, c'est Egan Bernal qui a posté une photo tout à l'heure, donc déjà ça veut dire qu'il est réveillé, donc c'est plutôt une bonne chose. Et il a l'air d'aller un petit peu mieux. Ouais, bah comme tu dis, l'essentiel, on va dire, dans cette info, c'est qu'il est réveillé, qu'il est conscient et que ça a l'air d'aller mieux. Il s'est un peu exprimé sur les risques qu'il a encourus avec cet accident. Il a dit qu'il y avait eu pas mal de chances de devenir paraplégique, etc. Donc c'est plutôt rassurant et sans du tout parler du sportif pour l'instant, on va se réjouir de cette nouvelle. Ouais. Ouais, carrément, parce que c'est vrai que lundi soir, quand on a appris un peu la nouvelle, Théo, puis les infos qui filtraient au fur et à mesure, parce que la clinique a été assez transparente, faut le dire, sur son cas à Egan Bernal, moi je m'étais pas rendu compte que c'était aussi grave, je sais pas si c'est ton avis, et quand on voit aujourd'hui que Bernal dit j'avais en gros 95% de chance d'être tétraplégique, ça fait ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Ouais, je me souviens, on en avait parlé le soir et moi j'étais resté vraiment sur la fracture de la rotule et du fémur. Je me suis dit, bon, c'est compliqué de revenir, est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau, mais j'étais pas du tout, je me doutais pas du tout que potentiellement voilà, sa colonne vertébrale était touchée. Et donc, quand on touche à la colonne vertébrale, on touche aux capacités moteurs. Enfin bon. Mais du coup, j'ai été plutôt rassuré au début, ensuite très inquiet, et là, ça a l'air d'aller. Mais même lui, dans son message, on sent que voilà, il parle pas du tout de retour, il est pas du tout dans cette optique-là, quoi. Et on va mettre du temps avant de le revoir sur un vélo. Et même une fois qu'on l'aura vu sur un vélo, ce sera enfin, on y sera encore loin d'être pleinement de retour. Mais comme disait Cyprien, je pense que là, avant tout, il pense à lui, quoi. Ouais, tout à fait, je crois que c'est bien résumé, on va lui souhaiter tout le meilleur possible pour cette période de convalescence. Et pour revenir aux sportifs, Cyprien, on a eu les 3 premières épreuves professionnelles, entre guillemets, de la saison depuis mercredi, 3 manches du Challenge de Majorque. Alors avant de passer pardon, à l'épreuve du jour, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ces 2 premières épreuves, mercredi et jeudi? Et ben, si on doit faire un petit peu un résumé des 2-3 premiers jours du Challenge de Majorque, c'est un duel entre Bora et Movistar qui ont beaucoup roulé, beaucoup contrôlé et qui n'ont pas gagné. Les deux sont passés à la trappe et c'est UAE notamment qui a fait bonne impression avec la victoire de McNulty mercredi. Et puis hier, c'était une arrivée un petit peu plus plate qui correspondait bien au sprinter et c'est Binyam Guilhermet qui s'est imposé. Sans coéquipier, tout seul comme un grand face à des Nizzolo et des Ackermann. Donc il prouve qu'il a largement le niveau pour le World Tour. Alors on sait que c'est un puncher, Cyprien, mais aussi un sprinter, Binyam Guilhermet, mais est-ce que tu l'attendais, toi, capable sur un sprint assez plat de taper des mecs rapides comme ça? Moi, pour tout te dire, je l'attendais plus la veille sur un parcours beaucoup plus escarpé. Là, ça me paraissait justement trop plat, trop facile pour son profil. Finalement, la veille, il s'est pas trop mal classé, mais il n'était pas dans le finish avec les meilleurs. Et puis là, sur le plat, tout seul, il s'impose. Donc, grosse pointe de vitesse, on le connaît, comme tu dis, bon puncher. Ça va être très intéressant. C'est vraiment une belle carte pour Intermarché cette année. Ouais.
Tout à fait. Théo, ton avis sur le sprint de Binyam Girmay, mais aussi sur le numéro de Brandon McNulty qui est sorti, je crois, à 60 bandes de l'arrivée et le peloton l'a jamais revu. Ouais, après pour McNulty, je sais pas trop comment la course s'est déroulée. Il me semble que il y avait déjà plus grand monde derrière et qu'ensuite il y avait un groupe d'une dizaine d'unités qui s'est pas trop entendu. Il y avait pas beaucoup de coéquipiers pour rouler. Donc enfin, c'est très impressionnant, mais bon, c'est le début de saison et sans image, c'est difficile de se faire un avis. Par exemple, pour Guilhermet, pour son sprint, parce qu'on a pu le voir, souvent on sait que bah il y a certains sprints que tu peux gagner parce que bah il y a un peu un virage avant, que tu viens de derrière avec beaucoup plus de vitesse parce que l'équipe qui emmenait s'est un peu foirée. Bah là, c'était pas le cas. Je crois que c'est Movistar qui emmène Garcia Cortina. Et Guilhermet, il est dans la file, mais vraiment pas loin. Enfin, mais vraiment pas juste derrière, enfin, pas au niveau de la tête directement. Et il était vraiment juste plus rapide. Son accélération est vraiment impressionnante. Très étonnant, parce que comme tu disais Cyprien, bah, on pouvait l'attendre plutôt la veille, on pouvait l'attendre sur des parcours qui sont vallonnés, et bah, comme sur le Tour du Doubs, je crois que c'est le Tour du Doubs qui gagne Ouais. l'an dernier, où il a fait valoir sa pointe de vitesse, mais dans un petit groupe, je crois. Je suis plus sûr, hein, peut-être que je raconte une bêtise. Mais voilà, c'était ce profil-là, un peu polyvalent, avec une très bonne pointe de vitesse. S'il se met en plus à gagner des sprints massifs, ça fera un énième phénomène qui est capable de gagner quasiment partout, quoi. Tu parlais d'images tout à l'heure, Théo. On n'en a pas eu aujourd'hui, mais on en a quand même eu quelques-unes, même si elles n'étaient pas parfaites pour avoir un vrai jugement définitif. Aujourd'hui, sprint en petit comité, un sprint un petit peu houleux entre Valverde et Wellens, et finalement c'est le Belge qui s'impose devant l'Espagnol et Simon Clark qui complète le podium. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, à ton avis, est-ce qu'il fallait déclasser Tim Wellens? Euh, non, pour moi, non. Après, c'est difficile de se faire un avis parce on n'a pas une vue vraiment de face et on sait pas trop si Vélens vraiment ferme la porte ou si c'est le parcours fait que c'est un final un peu tortueux qui se referme un peu. Après, c'était un sprint en boss, donc les vitesses n'étaient pas hallucinantes, c'était pas excessivement dangereux. Valverde me paraissait battu dans tous les cas, mais c'est vrai que c'était un peu houleux, mais après, le fait qu'il soit pas déclassé, c'est pas scandaleux, tu vois. C'est un peu comme les cas au foot où dans la surface, t'as le défenseur qui touche un peu l'attaquant qui tombe. Bon, bah, dans les deux cas, qu'il soit déclassé, qu'il soit pas déclassé, ça aurait pas été scandaleux. T'as un peu un cas entre les deux et j'ai envie de dire, c'est du cyclisme, donc c'est un sport de pilotage aussi. Il a bien joué le coup, il a un peu enfermé son adversaire sans sortir des limites. C'est fait dans le respect des règles, je pense. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Wallens, ça ne méritait pas un déclassement, je pense. Après, avec des commissaires un peu plus tatillons, ou alors une réputation de Wallens, on sait que c'est aussi ça qui joue, quoi. Quand tu as une mauvaise réputation, bah, des fois on est un peu plus sévère avec toi. Wallens, je pense pas qu'il ait une mauvaise réputation, donc ça a joué en sa faveur. C'est ton avis aussi, Cyprien? Je sais que tu as regardé les images, qu'il a bien joué le coup finalement, Wellens, et qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, 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 ils font 50 mètres côte à côte et ça empêche pas Valverde de sprinter et on sent qu'il se rassoit un moment et qu'il lève la main parce qu'il peut plus accélérer en fait et qu'il sent qu'il a perdu. C'est un petit peu viril mais ça reste correct. Alors j'ai une question, je vais te laisser la main, Cyprien. Je sais qu'on aime bien les conclusions hâtives des fois, donc je vais la poser parce que sinon c'est pas drôle. Valverde, est-ce que ça commence quand même sérieusement à sentir le déclin quand on voit qu'il a eu un petit peu de mal sur le premier sprint, que là aujourd'hui il n'arrive pas forcément à déborder Wellens sur un sprint difficile alors que c'est pas forcément le meilleur puncher du monde, le Belge. Qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que c'est trop tôt encore pour juger ou pas? Alors, bon, trop tôt sans doute. Est-ce qu'il est sur le déclin? Oui et non. C'est vrai que de son âge, du fait de son âge, en termes de pointe de vitesse pure, il a sans doute un peu perdu. Et ben, on en a l'illustration aujourd'hui. Maintenant, il faut se rappeler que 30 bornes plus tôt, c'est lui qui attaque le premier, qui attaque une fois, deux fois, trois fois, qui anime la course. Donc il n'est pas fini, loin de là, je pense. Et il a un beau programme en Espagne sur des courses qui lui plaisent là au mois de février. Je pense qu'on va le revoir, et même peut-être dès demain sur la quatrième manche du Trophée de Majorque. Il sera sur un terrain qui lui convient bien aussi.
Alors Théo, un coureur qui a fait plaisir à voir, et je le citais tout à l'heure, c'est Simon Clark, qui n'avait pas de contrat jusqu'à très récemment, qui a été très studieux pendant l'hiver, et on voit que ça paye, parce que c'est sa deuxième belle performance en 3 jours. Et il a fait cinquième le premier jour, c'est ça? Ouais, juste devant Euh, Valverde, je crois d'ailleurs. 5 et 3. Ouais, c'est très costaud. Vraiment, c'était très étonnant qu'il ait pas de contrat. Surtout dans une année où, on le sait, certaines équipes vont un peu à la chasse au point. Simon Clark, alors oui, il va pas gagner 10 victoires, mais c'est un peu une valeur sûre. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse et qui a un bon punch. Après, à voir le reste de sa saison, parce que s'il a été très studieux, peut-être que il risque de performer pas mal en début d'année avant d'un peu de s'affaisser. Mais c'est un coureur que j'ai toujours bien aimé, que j'ai toujours trouvé un peu sous-coté. Et bon, ça fait plaisir qu'il puisse continuer à exprimer son talent. Tu parles de Et chasse. Pardon Théo, je t'ai ouais, c'est coupé, ce que vas-y. j'allais. Non, mais j'allais tenter la transition justement sur la chasse au point. Et je vais peut-être te poser une question parce que pour l'instant, tu passes les plats, mais t'as pas C'est l'occasion de pratique, t'exprimer. comme ça je me fais pas, j'ai pas de problème après. Mais ouais, au niveau chasse au point, on a vu que toutes les équipes qui avaient besoin de chercher des points étaient plutôt au taquet, sauf peut-être Cofidis. Un mot là-dessus? Ouais, bon, je vais dire ce que je pense forcément, mais je pense que, bon, on en a déjà parlé, que Cofidis ne maîtrise pas forcément cette chasse au point, et que ça va être un handicap peut-être tout au long de l'année, comme pour l'Auto Soudal, hein, même si forcément c'est pas un bon exemple aujourd'hui, puisque Wellens s'est imposé, mais on voit que des équipes comme Intermarché, comme Arkea aussi, dans une moindre mesure, ont l'habitude de faire un peu cette chasse au point, désolé pour la répétition, que ça commence à payer ses fruits. Alors j'entends les arguments qu'on dit, enfin que je vois sur le forum, qui c'est encore tôt, mais on oublie parfois qu'on est déjà aux 2 tiers en fait de cette course, parce que c'est sur les 3 dernières saisons que ça se joue, pardon, et bah, plus on avance, plus l'écart se creuse entre la 18e place et Cofidis, donc va falloir cravacher pour être dans les 18 premières. Je sais pas si c'est quelque chose que tu suis d'ailleurs, Cyprien, on n'en a pas parlé avant. Désolé si je te lance un peu la patate chaude, hein. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel je me focus particulièrement, mais c'est vrai que bah, là, tu as mentionné Intermarché et Arkea. Ils sont plutôt sur la bonne voie. Il y a Kobe Goossens, le jeune Belge de Intermarché, qui s'est glissé 2 fois parmi les meilleurs là en 3 jours. Il y a forcément Guilhermet qui a gagné. Et puis du côté d'Arkea, à chaque fois, ça joue devant, hein, ça fait la course. Le Polonais Lukas Ovsian, pareil, termine parmi les meilleurs le premier jour. Hier, on a Mathis Louvel qui fait une belle 5e place au sprint, qu'on n'attendait pas forcément aussitôt et sur ce terrain. Et puis aujourd'hui, bah, ça a joué devant avec Kevin Vauquelin qui était dans l'échappée matinale, avec Elise Gesbert très actif. Et puis avec Warren Barguil qui a essayé de batailler avec les meilleurs, mais qui a dû craquer et rendre les armes, mais qui termine quand même 8e. C'est vrai que d'ailleurs, pour finir, Théo, sur cette course un peu au point UCI, on oublie parfois un élément, c'est qu'on n'a pas toujours le barème en tête. Et Majorque, c'est 5 épreuves de classe 1, c'est 125 points pour chaque vainqueur, une concurrence faible. Et au final, sur les 5 manches, on va gagner beaucoup plus que sur Milan-San Remo ou Paris-Roubaix. Donc, c'est des épreuves à pas du tout sous-estimer au final. Ouais, et je pense pas que Cofidis les ait sous-estimés. Ils sont venus avec Herrada, qui est un coureur qui est un peu habitué, hein, enfin un habitué de ses courses. Il en a déjà gagné 2 en tout, je crois, dans sa carrière. Et là, il se loupe totalement, quoi. Bon, c'est que le début de saison, mais ça part pas bien. Ouais, d'ailleurs, Kat Mapei nous dit sur le chat que Ozian a aussi fait de bonnes perfs. Ouais, c'était dans la classique de Valence, je crois, si je dis pas de bêtises, dimanche dernier. Ozian a fait bah, deuxième ou Ah, troisième, c'est peut-être. Amaury Capio. Amaury Capio, je confonds. C'est le premier jour, comme Cyprien a dit, sur le premier jour, il était dans le groupe des costauds. Ouais, on est fin janvier et je commence déjà à confondre les courses. On est mal pour la suite de la saison. Et la suite, justement, bah, c'est la 4e manche du Trophée de Majorque demain, la 5e dimanche, et puis le Grand Prix La Marseillaise. Grand Prix La Marseillaise qui aura une super start list, Cyprien, parce qu'on a appris aujourd'hui la présence de Thibaut Pinot, mais aussi de Philippe Gilbert. Ouais, 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 Philippe Gilbert et surtout Thibaut Pinot, pour moi, en tout cas d'un point de vue sportif, c'est lui qui pèsera, à mon avis, plus sur la course, d'autant qu'il a déclaré sur les réseaux sociaux avancer sa reprise en raison d'un état de forme
qu'il n'espérait pas justement. Il se sent très en forme. Et il a déclaré vouloir venir sur cette course pour peser sur la course et jouer devant. Donc ça va être intéressant. La FDJ avait pas forcément un gros groupe au départ de la Marseillaise et de Bessèges. Et puis elle vient avec Thibaut Pinot qui a des ambitions. Donc ça va être intéressant. Et puis bon, je crois que vous en avez parlé déjà dans cette semaine. Mais il y aura aussi Benoît Cosnefroy pour AG2R qui n'avait pas pu prendre le départ à Majorque et qui donc sera à la Marseillaise. Donc ouais, la start list devient meilleure de jour en jour. C'est vrai que Théo, la start list, comme l'a dit Cyprien, grandit tous les jours et en plus la course sera télévisée, contrairement à Majorque. Donc il y a une vraie attente, je pense, chez pas mal de suiveurs. Ouais. Et pour revenir sur Thibaut Pinot, je pense qu'il y a un petit peu de com parce qu'il dit que il s'était pas forcément prévu à son programme, mais qu'il a un état de forme avancé. Si on regarde son programme, il veut arriver en forme à Tirreno. Il avait très peu de courses avant Tirreno. Je pense que c'était pour pas se mettre de pression si jamais les stages se passaient pas bien et qu'il pensait qu'il y avait un retard de forme, mais que en temps normal, il aurait quand même fait la Marseillaise et Bessèges. Mais c'est très bien aussi pour la chaîne d'équipe qui diffuse Bessèges d'avoir un beau plateau. C'est bien pour le cyclisme. Je trouve qu'il y a vraiment une dynamique depuis quelques années, malgré le coronavirus, sur l'aura médiatique du cyclisme en France. Et c'est bien que ça continue et que le début de saison français soit vraiment redevenu un peu une plaque tournante du cyclisme européen. Tout à fait, ouais. Pour finir, parce que je vois que l'heure tourne, quelques petites infos du jour, ça fera plaisir à Mathieu qui suit toujours les circuits extra-européens. C'était le prologue du Tour de Sharjah aujourd'hui, le Tour de Sharjah qui était une épreuve de classe 1 avant justement le Covid. C'était d'ailleurs là où s'était imposé BNB, enfin c'était Vital Concept à l'époque pour la première fois, pour la première victoire de son histoire, et c'est l'Australien Cyrus Monk qui a remporté le prologue. Le favori mongol, le Sen Bayar, était quatrième, je crois. C'est lui qui a remporté le Tour de Thaïlande récemment. La version amateur du Tour Down Under, c'est Black Quick qui s'est imposé. Black Quick qui avait remporté les 2 manches des Beckrith, c'est le championnat d'Australie du Critérium, je crois, il y a quelques semaines, qui confirme qu'il est en bonne forme. Malheureusement, on ne le verra pas en Europe parce qu'il est en division continentale et je crois avoir fait le tour, Théo, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais sur les infos du jour, je pense qu'on est à peu près bon. Ouais, je crois qu'on est assez complet. D'ailleurs, juste pour finir, j'ai oublié ça, comment puis-je oublier Richie Porte, c'est un scandale. Cette nuit, dernière fois de Richie Porte sur les pentes de Willunga Hill, puisqu'il a dit, Cyprien, qu'il allait mettre un terme à sa carrière et que ça serait son dernier Tour Down Under, entre guillemets. D'accord, et ben tu me l'apprends en direct. C'est triste parce qu'on sait que c'est une montagne qui lui réussit bien, une côte en tout cas, je sais pas si on peut appeler ça une montagne. On espère qu'il va profiter de cette dernière pour montrer le maillot et faire de belles choses, même si c'est pas une course UCI, je pense que ça va être très suivi quand même. Ouais, on attendra Luc Plapp notamment, qui a été impressionnant sur son championnat national et qui est présent sur la course. Et on verra demain matin au réveil ce que ça donnera. Sur ces belles paroles, messieurs, je vous propose de boucler. On se donne rendez-vous dimanche à 19h pour un nouvel épisode de la sortie du dimanche. Oui, on a oublié le grand départ du Tour de France dans le Pays Basque. On peut y passer une minute. Ouais. Rapidement, Théo, grand départ du Tour de France 2023, on nous le rappelle sur le chat, un parcours assez musclé dans le Pays Basque espagnol. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi parce que les parcours de course par étape 2 ans avant, c'est pas trop ma cam. Mais j'ai vu qu'il y avait des avis mitigés. Ok, c'est musclé pour un départ de tour, mais pour le Pays Basque, c'est pas non plus incroyable. Ouais, on n'a pas fait 2 classiques, il faut le dire. Ouais, ils allaient pas mettre en premier jour, dans les 2 premiers jours, des étapes qui peuvent vraiment chambouler le classement général. Donc je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de mieux. T'as regardé toi, Cyprien, un peu ce parcours du TDF 2023? J'ai pas vu les profils des étapes, mais j'ai pris cette nouvelle plutôt d'un bon œil parce que bon, le Pays Basque c'est toujours sympa, il y a de quoi. En tout cas, si les organisateurs veulent rendre ça difficile, il y a vraiment de quoi faire et ils ont pris l'habitude de faire un parcours chaque année qui peut convenir à Julien Lafilippe dans les premiers jours et ça se pourrait bien que ça se répète en 2023 du coup. Tout à fait. Messieurs, on clôture là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se donne rendez-vous dimanche à 19h pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao. Merci, salut. Salut tout le monde.